Bonjour, bienvenue sur ce direct du 8 décembre. Alors, comme vous avez vu, le titre c'est l'enfoncement. Moi, je ne suis pas dans cette vidéo-là pour en fait spéculer ou tant poser des questions. C'est-à-dire que ce que j'affirme, j'en suis certain. Pour moi, je ne suis pas dans la confusion ou dans le fait de dire est-ce que ceci, cela. Quand je parle d'enfoncement, en fait, je vais étayer cette réalité collective par des arguments qui sont difficilement contestables. Voilà. Vous aurez remarqué que au cours de l'histoire, il y a eu des mensonges notables et que à chaque mensonge notable, au point de vue collectif, quand un événement se produit, un événement tragique se produit, qu'on a menti pour cet événement, et qu'on ne remet pas en cause la fuite en avant conséquente, il y a, on va dire, une modification économique, une reconfiguration collective qui s'établit. Et à chaque fois, la dette s'accumule. Alors, vous pouvez prendre l'assassinat de Kennedy, vous pouvez prendre le 11 septembre, vous pouvez prendre le Covid. À chaque fois, il y a un événement collectif d'ampleur avec des conséquences mondiales, qui se produit. Il y a une transformation après acceptation du baratin, c'est-à-dire de la version officielle. Il y a une transformation systémique, économique qui se produit, et le système continue à avancer. Mais vous aurez remarqué que ce qui trahit les versions officielles ou ce genre de choses, c'est qu'à chaque fois, la dette s'accumule. Et qu'à chaque événement tragique, il y a des lois liberticides qui viennent se rajouter. Alors bon, on reprend les bases. L'assassinat de Kennedy, on a dit, bon, il y aurait un tireur isolé lunatique, Lee Harvey Oswald, qui aurait tiré sur le président Kennedy. Voilà. Bon. Il y a eu un mouvement de contestation dans les années 70 qui a abouti à une nouvelle commission qui, elle, a conclu, parce que la version officielle, c'est celle-là, c'est qu'il y a eu plusieurs tireurs, puisque la commission HSCA de 76, qui ne concernait pas uniquement l'assassinat de Kennedy d'ailleurs, en 76, il y a une commission qui s'est mise en place. Elle a rendu ses conclusions quelques années plus tard. Et comme les enregistrements sonores de la police de Dallas ont été rendus publics et ont été analysés, ils ont déterminé qu'il y avait plusieurs tireurs à différents emplacements. Donc, la version officielle, en réalité, c'est qu'il y a eu complot, mais qu'ils ont été incapables de déterminer quelles étaient les personnes impliquées. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, le système continue à jouer sur l'ambiguïté de Lee Harvey Oswald. La vérité, c'est qu'à l'époque, on a tué Kennedy. Alors, c'est Lyndon B. Johnson qui a organisé l'assassinat pour continuer la guerre froide, parce que la guerre froide faisait partie d'un processus qui était une étape qui permettait le projet collectif du Grand Israël, c'est-à-dire une configuration dont le socle serait le rapport matérialiste juif voyoucrate israélien, en réalité, qui n'est que le bout de tableau de la voyoucratie collective, avec le côté militaire. Donc, l'assassinat de Kennedy a fait un changement de pouvoir, et la société américaine s'est conformée. Et donc, comme la société, c'est-à-dire qu'il y a eu un modèle économique afférent à la présidence Johnson. Ils se sont redéployés au Vietnam alors que Kennedy était en train d'en sortir. Bon, mais ça a eu des conséquences énormes pour le monde, puisque la guerre froide, elle a concerné tous les pays qui étaient impliqués dans l'influence des aires ou capitalistes d'un côté ou communistes de l'autre. Je l'avais expliqué ce que c'était que la réalité post-Seconde Guerre mondiale, où en réalité la plupart des pays s'étaient positionnés en fonction des aires d'influence ou de l'URSS ou du capitalisme judo-protestant, on va dire. Donc, on voit bien avec l'assassinat de Kennedy qu'il y a une version officielle
qui justifie de continuer à s'enfoncer dans la mauvaise direction avec une opposition mimétique de guerre froide. Et donc, il y a toute une économie afférente à ça et que le processus de la dette ne fait que croître. Ce qui prouve que la version officielle et que le positionnement des gens collectivement à l'époque n'est pas bon. C'est basé sur le mensonge et sur la forfaiture, sur l'imposture d'un conflit stérile, c'est-à-dire la guerre froide. Et la guerre froide, c'est un processus de décadence et de démolition contrôlée. Et ça encore, il faut être malin, il faut avoir une vision globale pour le comprendre. C'est-à-dire qui a financé au début, qui est à l'initiative de la création du bolchevisme, c'est la City, donc les banquiers judéo-protestants, pour dégrader l'orthodoxie. Donc ça va créer des populations, on va dire, il y a une certaine émancipation par le marxisme, mais c'est une émancipation biaisée qui très vite va montrer ses limites par le trotskisme, social-traîtrise. Regardez la France, hein, la Révolution française avec cette histoire de dégager la monarchie catholique et l'économie de la monarchie catholique, et par une ère libérale très influencée par, pareil, la City. Bon, mais alors de changer la monarchie catholique, est-ce que économiquement, ça a amélioré la situation de la France? Depuis la disparition de la monarchie catholique en France, la France a perdu de plus en plus son statut de puissance mondiale. Je rappelle que, je pense, hein, je peux peut-être me tromper, je ne suis pas un historien spécialisé, mais que la France a été le pays le plus puissant, l'empire le plus puissant. On peut penser, et alors des gens vont dire sous Louis XIV, moi je pense que, au point de vue géographique, la France a été, on va dire, au point de vue des possessions, hein, c'est sous Louis XV, à mon avis, que la France a été géographiquement la plus étendue avec l'Amérique. Hein, et la Révolution française, donc qui en a fini avec la monarchie catholique, qui aboutit sur une espèce de voyoucratie napoléonienne, a procédé à une espèce de démolition contrôlée, et notamment avec les guerres napoléoniennes, qui ont été un toboggan au remplacement des économies du passé par... ça a permis la libéralisation à l'anglo-saxonne. Et l'Empire anglais, le Commonwealth, ne s'est jamais autant développé qu'à la suite de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. Parce qu'à la défaite de Napoléon, c'est là que l'Angleterre a pris le pas sur la monarchie catholique française. L'empire dominateur, avant l'expansion anglaise, c'était la France. Et je pense que c'est sous Louis XV, avec les possessions américaines notamment, que la France avait son apogée au point de vue de son influence géographique. Bon, il y a une spécificité de Louis XV, c'est que l'expression cultiver son précaré vient de Louis XV. Elle vient probablement du fait, il faudrait le vérifier, qu'il y avait des guerres, notamment au niveau de la Belgique, de la Hollande, du nord de la France, pour virer, si vous voulez, l'implantation anglaise commerciale qui s'y trouvait. Il se trouve que si l'armée française, les armées du roi à l'époque, ont bouté l'anglois hors de ces régions géographiques, paradoxalement, curieusement, et au grand désarroi des généraux français, Louis XV a pris la décision de restituer ces territoires à l'influence anglaise pour des raisons diplomatiques et de ménagement. Et d'où certainement l'expression cultiver son précaré. Je pense que beaucoup de généraux l'ont reproché à Louis XV. Mais ce qui est catastrophique, c'est qu'on voit bien que chez Napoléon, par exemple, hein, qui est la conséquence de la Révolution française a créé, si vous voulez, une espèce de voyoucratie française impérialiste. Après, on peut argumenter sur la réalité de la différence entre les révolutionnaires français, les groupes révolutionnaires français, et la réalité de Napoléon, qui était un peu plus solide par rapport à l'autre. Enfin, quoi qu'il en soit, Napoléon s'est désintéressé de l'Amérique. Et il a vendu les possessions américaines, la Louisiane, pour des raisons de guerre. Et ça, quand on regarde aujourd'hui l'Empire américain, ce qu'il est devenu, ça a des conséquences catastrophiques. Parce que vous imaginez bien qu'il n'y aurait pas d'Empire américain si la France s'était focalisée sur l'Amérique. Alors, il y a quelque chose de très paradoxal quand je dis ça, c'est que
les Français de l'époque avaient compris que la déportation à l'extérieur n'était ne procédait que d'une dislocation. Et c'est peut-être ce mépris pour l'Amérique qui caractérise les gens de l'époque, si vous voulez. Parce que l'Amérique est un produit dérivé ou du continent ou de l'Angleterre, si vous voulez. C'est pour ça que ces gens-là ne sont pas au même niveau, ils sont beaucoup plus superficiels et je ne peux pas parler du phénomène des doppelgangers dans la culture nordique, hein, des doubles maléfiques, mais ils sont une copie mimétique de l'Occident. Et c'est pour ça qu'ils auront toujours un rapport sur la décadence de l'Occident, de progresser, de contaminer et de superficialiser l'Occident. Hein, c'est-à-dire, par exemple, notamment, hein, puisque l'ennemi, c'était la différence que je disais avec Nick Fuentes, c'était que lui disait pour défendre l'Occident, il fallait défendre le Commonwealth, la Grèce antique, Rome. Il mélangeait un peu tout. Mais il faut comprendre que la Grèce antique, son apport philosophique, idéologique, philosophique. Est-ce que j'ai répété 2 fois philosophique? Théologique, idéologique, philosophique, ésotérique, on peut dire, spirituel. Le catholicisme, la mythologie gréco-romaine, la philosophie du bassin gréco-méditerranéen ont toujours été ciblés par la superficialité d'abord nordique, devenue protestante, et puis judéo-protestante. C'est pour ça que quand on regarde, par exemple, de manière contemporaine, la dislocation de la Grèce, notamment par les agences de notation pour que les anglo-saxons, toujours des pirates, hein, mais des pirates au point de vue contemporain, c'est des pirates de la prédation spéculatrice. Ils ont dégradé la note de la Grèce, ils se sont accaparés, y compris des îles, hein, des territoires grecs, et puis ils les ont revendus, si vous voulez. C'est le processus de moulinette et de superficialisation, de réassimilation et de revente. Hein. C'est comme ça que fonctionne, si vous voulez, le phénomène de doppelganger. Mais on ne peut pas dire qu'il y a les méchants et les gentils. Il y a des cultures pourrissantes, hein, les Italiens, les Grecs dans leur fondement, et puis des prédateurs, un viking en vieux norrois, ça veut dire marchand, pilleur, hein, le contexte que les commerçants, que le contexte a transformé en pillards. Et ils n'ont pas changé depuis, ils se sont cachés derrière le protestantisme pour se donner une espèce de légitimité structurelle, on va dire, avec le trollage de la chrétienté. C'est pour ça qu'ils ont été détournés et qu'aujourd'hui, avec le scandale Epstein, on le voit particulièrement au point de vue élitiste, par tout ce qui est juif, voyoucrate, si vous voulez. De manière contemporaine, c'est plus vulgaire, parce que c'est carrément des réseaux pédocriminels, de l'espionnage industriel. Enfin bon, vous comprenez le processus. On voit bien que le christianisme a été trollé par des cultures plus superficielles jusqu'à ce que le judaïsme dissolve toute l'incapacité des gens à tenir leur fondement spirituel. Mais on voit bien, avec l'histoire de la Grèce, comment fonctionne le processus. Bon, mais quand on prend je disais, il y a une opposition entre il y a la dislocation de la monarchie catholique, on le voit avec on dit Louis XVI, bon, Louis XVI, par rapport à Louis XV, c'était déjà en train de se planter. Je veux dire, l'apogée, c'était Louis XV. Mais après Louis XVI, il y a eu la Révolution française et Napoléon. Et puis, avec l'échec de Napoléon, c'est le Commonwealth qui arrive. Et là, la prédation, les guerres de 100 ans, toutes ces guerres entre les Anglais et les Français qui donnent les guerres de religion, tout ça, ça va en parallèle, si vous voulez. On voit bien que finalement, la superficialité protestante anglaise va complètement dissoudre les économies d'avant, si vous voulez. C'est tout ce processus qu'il faut observer quand même. Il ne faut pas être dans le relativisme d'une époque. Bon, donc, après les premières et deuxième guerres mondiales, eh ben, l'Empire américain, qui est le bras armé de l'Angleterre superficielle, qui est un produit dérivé de l'Angleterre, va s'étendre. Mais en parallèle de la dislocation continentale européenne que j'ai abordée, il y a la dislocation dans le côté slave de l'orthodoxie par le communisme qui est financé par la City. Ce qui veut dire que le trollage de l'Europe continentale dont je parle, point de vue historique, il a eu lieu contre les pays slaves qui sont suivis, si vous voulez, dans leur faillite, dans leur déshérence spirituelle. On peut dire que Marx était athée. Hein, il ne croyait pas au Christ et il ne croyait pas en Dieu. Hein.
Alors, on peut argumenter, Francis Cousin dira peut-être autre chose quand il parlera du communisme, du marxisme et de Dieu, si vous voulez, mais la réalité, c'est que Marx lui-même était athée, ne croyait pas au Christ. Hein. Il était juif, et on dit que des gens comme Bakounine, enfin, on ne sait pas qu'on dit, il y a des écrits. Bakounine disait, d'un côté, il y avait Rothschild, et de l'autre, il y avait Marx, et ils travaillaient tous les deux à la même dislocation, hein, pour l'Europe continentale de l'Ouest d'un côté, et puis l'Europe de l'Est pour l'autre, si vous voulez. Mais que l'idée, c'était de faire une jonction unipolaire avec... c'est pour ça que je dis que la guerre froide, c'est une étape qui amène au projet du Grand Israël. Et alors, c'est là qu'on remet tout en lien. Kennedy, catholique irlandais, dont le père avait des sympathies pour Adolf Hitler, qui luttait contre la dette rothschildienne, quand il est assassiné dans une culture judéo-protestante parce qu'il veut arrêter la guerre froide, c'est parce qu'il se met en travers du projet du Grand Israël. Donc, quand on baratine sur Oswald tireur isolé, ou alors version officielle, il y a eu un complot, mais on ne sait pas qui c'est, on cache la vérité sur le fait qu'on continue à s'enfoncer dans un produit, comment dire, dans un processus de juivisé antispirituel qui va avec la dette et qui va avec la guerre et la dislocation des cultures qui refusent, si vous voulez, de se plier à cette déferlante, mais qui, en même temps, ne font pas l'effort d'inverser le processus. Ce qui fait que, quand on regarde l'imposture de la Seconde Guerre mondiale, la couche de Nuremberg, d'un faux droit international qui aujourd'hui vole en éclats avec le massacre des Palestiniens, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, l'imposture de la Seconde Guerre mondiale, elle se manifeste dans le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la mafia juive et la mafia américaine qui foulent au pied le droit international et qui continuent le génocide des Palestiniens pour accélérer ce projet du Grand Israël, si vous voulez. C'est l'établissement d'un monde unipolaire artificiel avec les nouvelles technologies, qui est un monde génocidaire, qui poursuit le massacre des Indiens, qui poursuit... C'est la même chose. Mais ça va avec de l'antichristianisme, parce que ce sont des cultures qui ne sont pas basées sur le pardon et l'émancipation chrétienne, et qui sont sur la vengeance, la haine inversée, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les chrétiens continentaux, le catholicisme, le protestantisme plus superficiel et le judaïsme, qui est dans la négation, si vous voulez, du principe spirituel que le Christ représente quand il aborde le pardon. Et ça, c'est à cause du rapport émancipatif que les Juifs entretiennent, c'est la conséquence des circoncisions. Ils sont bousillés dès le 8e jour et ils se conforment à un matérialisme de soumission et ils voient comme une menace, si vous voulez, ou quelque chose d'intolérable, tout rapport émancipatif qui remettra en cause leur réalité, si vous voulez. Bon. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais en fait, si vous voulez, la guerre froide, c'est un processus où il y a eu une opposition mimétique dans la décadence entre, on va dire, les moins pires, les communistes, et puis les capitalistes de l'autre côté qui vont à fond dans leur délire. Et les deux sont couplés au culte de la science, vous remarquez. Je fais une parenthèse, puisqu'il faut quand même remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons droit qu'à une version au mieux gaulliste que Cheminade peut quelque part représenter de manière caricaturale, c'est-à-dire les Allemands, c'est les forces du mal, les Italiens fascistes, c'est les forces du mal pendant la Seconde Guerre mondiale, et les autres, c'est les forces du bien. Je dirais, pour critiquer Cheminade, que pour quelqu'un qui critique le modèle judéo-bancaire, il est malhonnête, puisque la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même des nationalistes européens, certes, qui sont voyoucrates dans le culte de la science et qui sont colonialistes, mais qui refusent la vulgarité de la dette judéo-bancaire mafieuse. C'est ça le sursaut d'Adolf Hitler et de l'Allemagne, et c'est pour ça qu'il y a une adhésion populaire énorme en Allemagne, c'est qu'ils ont connu l'hypocrisie de la décadence imposée après la Première Guerre mondiale par tous les faux vainqueurs, parce qu'aucune balle n'a été tirée, comme le rappelle justement notamment des gaullistes comme Alain Soral, qui parfois joue sur l'extrême droite, le stalinisme, Robespierre, mais donc tous les... Le problème d'Alain Soral, c'est que c'est un personnage qui joue sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il est impliqué dans tous les mouvements qui ont établi la décadence. Robespierre fait partie de la Révolution française qui remplace la monarchie catholique. Bon, il se fait virer, c'est sûr.
Staline fait partie de cette démolition contrôlée. Le but quand même de la révolution bolchevique, c'est de faire des réformes massives, industrielles, pour faire se juxtaposer le monde slave et le monde de l'Ouest, si vous voulez, capitaliste. Même si Staline était moins pire que Trotsky, et c'est pour ça qu'il y a eu une guerre froide pour continuer, si vous voulez, le rabotage de la culture slave, zombifiée par le communisme. Bon, je ne vais pas faire un dessin, mais ce qui est intéressant, c'est que Soral a des références gaullistes, stalinistes et robespierriennes que moi je critique parce que ce sont des étapes de démolition, ils ont participé à des étapes de démolition contrôlée, mais parfois il est capable de jouer sur le registre de l'extrême droite. Et alors pas tout le temps, hein, parce qu'il est quand même aussi très parallèle à Cheminade dans sa version des méchants contre les gentils de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Hitler aurait envahi la Pologne parce que pour des raisons suprémacistes, bon, tout ça c'est faux. Critiquer Adolf Hitler sur la Pologne, ça reviendrait comment dire, comment on dit, le terme me manque. Ça reviendrait à reprocher à Poutine l'invasion de l'Ukraine. Il y a eu des minorités allemandes en Pologne qui ont été massacrées. L'Angleterre n'a fait que de jeter de l'huile sur le feu dans cette région géographique et Hitler n'a eu d'autre choix que d'intervenir en Pologne pour défendre les minorités allemandes, comme Poutine n'a pas eu d'autre choix que de défendre les minorités russophones du Donbass contre l'invasion financée par l'Angleterre, les États-Unis et l'Occident, et tous ces gens alliés avec des néo-nazis, ce qui était très paradoxal. Je veux dire, le financement de l'extrême droite en Ukraine date d'après la Seconde Guerre mondiale pour le processus de guerre froide, donc d'opposition mimétique contre les communistes. C'est intéressant. Ça ramène à l'assassinat de Kennedy un personnage comme Allen Dulles, qui a mis son tampon en 1945, après 1945, pour appuyer financièrement et militairement les groupes d'extrême droite en Ukraine contre les communistes. Kennedy le vire pour l'histoire de la baie des cochons. Lyndon B. Johnson remet Allen Dulles dans la commission Warren pour boucler le mensonge. Et le financement de l'extrême droite en Ukraine continue. Mais cette extrême droite en Ukraine n'est pas, et encore moins aujourd'hui, à relier à Adolf Hitler, un national-socialiste. C'est tout le paradoxe. Parce que si Adolf Hitler a viré les Rothschild, a fait des lois pour éviter la judaisation voyoucrate et la décadence par la pornographie, je veux dire, aujourd'hui, ceux qui tiennent le porno, c'est des rabbins juifs. Faut l'expliquer. Et le but pour eux, c'est de dégrader les goyim et les mœurs des goyim. Hein, voilà. Adolf Hitler, quand il est arrivé au pouvoir, a fait des lois contre la pornographie, la pédopornographie. Ça a été loué par un rabbin trader de manière récente. Hein, même pas moi qui le dis, si vous voulez. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle les ukronazis, les néonazis en Ukraine, sont des gens obscènes, bercés dans tous les trafics, qui sont alliés à la mafia juive. Donc, quel est le rapport? Des gens tatoués, drogués pour certains. On voit plus, si vous voulez, l'expression d'un mondialisme violent, voyoucrate, que des gens réellement liés à la philosophie des Allemands de l'époque d'Adolf Hitler. C'est pour ça qu'on est dans une époque de grande confusion. D'autant plus que si vous rajoutez ces mondialistes anti-humains ou anti-humains qui ont leur idéologie comme Klaus Schwab et d'autres qui sont reliés avec un passé familial d'alliance avec le national-socialisme allemand, tout ça rajoute à la confusion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la version gaulliste qui prétend les forces du bien contre les forces du mal, et qu'aujourd'hui, on assistera à une énième tentative de l'Occident de s'en prendre à la Russie. C'est faux, il y a une subtilité. C'est qu'à l'époque de l'Allemagne d'Adolf Hitler, il y a eu un sursaut continental de l'Europe de l'Est pour lutter contre la dette judo-bancaire voyoucrate. Or, les résistants se sont alliés à ces voyous judo-protestants de remplacement. L'Amérique voulait prendre la suite de l'Angleterre au détriment de l'Europe. Qui a bénéficié de la Seconde Guerre mondiale, sinon les Américains? Pourquoi vous croyez qu'ils ont financé la Wehrmacht jusqu'à la toute fin de la guerre? C'est pour qu'il y ait le plus de destruction possible et prendre la suite de l'Angleterre au profit d'Israël. Hein. Il faut bien comprendre, parce qu'Israël n'a fait que croître. Ça montre l'imposture. Bon. Et donc,
de l'autre côté, vous aviez ceux qui avaient été financés pour détruire l'orthodoxie par la City, c'était les bolcheviks. Donc les bolcheviks et les protestants et les judo-protestants se sont alliés contre le sursaut nationaliste. Et ensuite, ils se sont fait la guerre avec la guerre froide de manière mimétique, si vous voulez. Donc ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine, ça n'est pas la poursuite de la volonté européenne d'en finir avec les Slaves. C'est autre chose. C'est l'expression d'un mondialisme qui se bouffe entre le multipolaire et l'unipolaire, si vous voulez. Mais c'est un cran en dessous de ce qu'il y avait avant la Seconde Guerre mondiale et le remplacement économique de ce qui se produisait. Je rappelle qu'Adolf Hitler était sorti de la dette quand même. Alors, moi, la suprématie de la race aryenne, je m'en moque, c'est pas ma tasse de thé. Vous savez que je critique les Nordiques avec leur mythologie qui finit en Ragnarok et où ils combattent les géants et puis ils se paument dans la superficialité de l'éloignement dans la nature sauvage, si vous voulez. Hein. Si vous comparez avec la mythologie gréco-romaine et Zeus qui va au sommet de l'Olympe en battant les titans des anciens temps, c'est-à-dire les dieux mal canalisés, un peu abâtardis, si vous voulez, il y a quand même une différence au point de vue émancipatif dans ce qu'expriment les mythologies respectives. Et ça explique les différences de superficialité de ce qui va produire le catholicisme, par exemple, par rapport au protestantisme. Il faut avoir un suivi. Vous ne pouvez pas avoir une vue relative sans mettre les choses en relation. Hein, sinon, vous ne comprenez pas le processus historique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour couper court aux semi-vérités des gaullistes, parce qu'ils ont raison sur l'obscénité du comportement inversé et des accusations inversées de l'Occident contre les Russes en Ukraine, les gaullistes, alors que ce soit Philippot, que ce soit Célineau, que ce soit Dupont-Aignan, que ce soit Soral, Cheminade, ils ont raison, Xavier Moreau, quand ils critiquent les mensonges au niveau de la guerre en Ukraine que portent les médias occidentaux contre la Russie, avec des accusations inversées du baratin, Poutine voudra envahir l'Europe, il n'a rien à foutre d'envahir l'Europe, je veux dire, quel intérêt pour lui de faire ça, quelle possibilité pour lui de faire ça, je veux dire. Mais là où ils vous mentent, c'est qu'ils vous disent, ben voilà, on a affaire à ce mouvement européiste, c'est comme Adolf Hitler. C'est faux. Ce mouvement européiste est la conséquence de la défaite d'Adolf Hitler. Et pourquoi ils vous mentent? Parce qu'eux, ils ont été du côté des Rothschild à cette époque contre les nationalistes qui luttaient contre cette décadence. Qui peut croire que Macron, Starmer, Merz ont à voir avec Adolf Hitler? Ce sont, allez, on va dire, on a une pédocriminalité de réseau. Je veux dire, Adolf Hitler luttait contre la pédocriminalité de la pornographie. On a affaire à une... Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a une pédocriminalité de réseau, des trucs LGBT, il y a des réseaux cocaïnomanes LGBT au point de vue politique. Comment on peut appeler ça? On a affaire à de la... une pédérastie institutionnelle. Allez, c'est caricatural et ça pourrait être taxé d'homophobe, mais quand je parle de pédérastie, je parle de voyoucratie pédéraste, c'est-à-dire de lobby affairiste qui trichent et qui magouillent, et ce sont les plus hystériques anti-Poutine, hein, d'ailleurs, bon, avec les lobbies juifs, voyoucrates, LGBT, on a affaire à des cocaïnomanes pédérastes, on va dire, au point de vue européiste, meurtriers, haineux, anti-Poutine, mais quel est le rapport avec Adolf Hitler? Ils ont juste une expression violente avec les néo-nazis ukrainiens qui n'ont rien à voir avec Adolf Hitler. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas tout confondre. Et c'est l'argumentation des gaullistes, c'est de dire avec ce qu'on voit en Ukraine, c'est le comportement des européistes, c'est la résurgence d'Adolf Hitler. C'est totalement faux. C'est la conséquence de la défaite d'Adolf Hitler. Vous croyez qu'il y aurait eu la Gay Pride à Paris, l'adoption d'enfants par les homosexuels et la prédation américaine sur l'Europe si Pétain et Adolf Hitler avaient gagné? Ces gens-là n'étaient pas particulièrement anglophiles. Hein, regardez le discours d'Adolf Hitler pour défendre les Palestiniens en 1939, où il critique les massacres des Palestiniens par les colons juifs, appuyés par l'armée britannique. Regardez comment il critiquait Roosevelt, comment il critiquait Churchill, à juste titre. Or, ils ont perdu les nationaux-socialistes et les fascistes italiens. Et on a eu affaire à une chape de plomb dans la décadence et l'inversion, si vous voulez, qui a trafiqué le narratif historique
et qui a pratiqué des remplacements économiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une accumulation dantesque de la dette, si vous voulez, qui va avec l'établissement de ce monde artificiel qui prend pour socle, si vous voulez, la voyoucratie juive en bout de tableau en Israël. Alors, il faut remettre les choses à leur place pour comprendre. Donc non, les gaullistes ne disent pas la vérité quand ils parlent de l'Ukraine complètement. Ça n'a rien à voir avec Adolf Hitler et ça a plus à voir peut-être quand on parle de l'Ukraine avec Napoléon, qui lui est bien mu par une voyoucratie issue de la Révolution française et qui va du côté de la Russie et qui perd, si vous voulez. Je suis plus prêt à accepter, si vous voulez, quand on parle de ce qui se passe en Ukraine et du comportement des européistes, si vous voulez, je comprends plus le rapprochement avec Napoléon qu'avec Adolf Hitler. Adolf Hitler, ça n'est pas ça, si vous voulez. Parce que les gens vont dire, comme Alain Soral, le suprémacisme blond qui veut imposer, comme les Juifs, si vous voulez, sa domination. D'ailleurs, il rabaisse les Allemands en prétendant qu'ils ont ils se sont appropriés le suprémacisme juif à leur sauce, ce qui est totalement faux. Je rappelle qu'il suffit de voir comment les blancs aux yeux bleus sont systématiquement ciblés, voire assassinés au cours du temps. Regardez pourquoi Trump boycotte en Afrique du Sud, parce que la mafia juive trotskiste a appuyé tous les mouvements d'émancipation, faussement d'émancipation noire, pour massacrer du blanc, si vous voulez, et mettre la main sur les mines d'or et de diamants, si vous voulez. Bon, on va le dire comme ça. Donc Trump, aujourd'hui, il boycotte et il bloque l'Afrique du Sud parce qu'il est contre les massacres des blonds aux yeux bleus là-bas, pour caricaturer. De tout temps, les blonds aux yeux bleus ont été ciblés. Donc il y a une hypocrisie de dire oui, la suprématie de la race aryenne, c'est un sursaut de défense de la disparition de cette culture du blond aux yeux bleus. Regardez comment les Suédois ont été particulièrement ciblés par ce multiculturalisme, cette apologie de la voyoucratie. Qui eût pu penser, il y a 40 ans, que la Suède serait le pays où il y aurait plus de faits divers ou de plaintes ou de remontées au point de vue des services de police, de crimes ou d'homicide par arme à feu. Vous voyez, le blond aux yeux bleus est systématiquement ciblé et on cherche à le faire disparaître. Alors, il y a un pays comme l'Islande, avec des lois qui empêchent le multiculturalisme, où ils arrivent à préserver un peu leur héritage culturel, si vous voulez. Bon, le problème, c'est que ça ne les rend pas plus spirituels par rapport à l'héritage gréco-romain. Ils pourraient en profiter pour faire des efforts et se développer au point de vue spirituel. Le problème du monde nordique, c'est qu'il est très porté sur la marchandisation et le culte de cette marchandisation. C'est pour ça qu'ils sont très coupés avec le monde juif en général. Bon, tandis que les latins pourrissent, font pas d'efforts et vendent leur héritage ou bercent dans la voyoucratie. Les Américains les fascistes ont viré les mafieux. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils se sont appuyés sur la mafia pour gangréner l'économie italienne et l'empêcher de se reprendre. Bon, il faut analyser toutes les étapes et le gaullisme qui s'est allié avec les Rothschild. Mais ils ont essayé d'établir leur voyoucratie économique en pensant pouvoir résister, et puis se sont fait virer par mai 68, avec la manipulation des jeunes. Et ça amène à Macron. Donc vous voyez bien que cette vérité anti-russe qui émane de cette idéologie-là, et qui est la conséquence de l'imposture de la Seconde Guerre mondiale et de cette espèce de chape de plomb hypocrite choatique collective, qui comprend également les Russes, vous comprenez bien qu'Adolf Hitler n'a rien à voir avec ça. Vous ne verrez pas un gaulliste vous mettre le discours d'Adolf Hitler qui défend les Palestiniens, parce qu'ils ne sauraient pas quoi dire. Ça contredit totalement leur narratif, si vous voulez, sur l'extrême droite, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle est pro-israélienne, si vous voulez. Ce n'est pas de la véritable extrême droite. C'est pas du nationalisme, si vous voulez, de la défense des intérêts d'une nation. Ce qu'on voit aujourd'hui dans l'extrême droite, c'est des gens totalement soumis par le lobby sioniste, que ce soit Trump, que ce soit Marine Le Pen, Bardella. On n'a pas de gens qui défendent les intérêts de la nation, si vous voulez. Voilà. On a des défense. On défend la famille, on défend le tissu familial, un peu l'économie, mais paradoxalement, on est accolé à un régime mafieux génocidaire. Bon.
Eh ben, ça dérange les gaullistes qu'Adolf Hitler était à défendre les Palestiniens à son époque. Voilà. Parce que ça coupe leur narratif de dire, voyez, l'extrême droite, elle soutient la guerre en Ukraine et elle soutient le génocide palestinien. Donc, en Ukraine, c'est exactement avec les ukro-nazis la suite d'Adolf Hitler et l'Europe qui va en finir avec les Slaves. Mais c'est faux. Voilà. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait un direct sur notre chaîne pour expliquer ce que c'était que la guerre au terrorisme. Alors, c'est intéressant, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire ottoman a été disloqué au travers des Secondes Guerres mondiales. Il bloquait le projet du Grand Israël, parce qu'il y avait une tenue dans le monde ottoman qui bloquait, si vous voulez, la judaisation. C'est pas que l'Empire ottoman était... c'est quand même un travestissement un peu de l'islam, si vous voulez, mais ça tenait un peu le rang. Mais bon, au travers des deux guerres mondiales, l'Empire ottoman a été disloqué. Et le monde arabe a été dispatché entre les aires d'influence des voyous communistes ou des voyous capitalistes. Et la guerre au terrorisme, c'est comment les judo-protestants exploitent l'infiltration du monde arabe résiduel socialiste pour le disloquer au profit d'une uniformisation globaliste. Donc ils vont, pour la majorité, corrompre des Arabes qui vont jouer le jeu du terrorisme sous faux drapeau, donc c'est le syndrome Ben Laden, c'est la majorité des Arabes, c'est ça, hein, c'est des terroristes israéliens en réalité qui jettent l'opprobre sur l'islam. Voilà, ça permet, si vous voulez, de disloquer les empires socialistes résiduels, que ce soit la Syrie, l'Irak, la Libye, toutes ces aires d'influence post-soviétiques qui ont été dans le socialisme ont été infiltrés, ciblés de manière avec des accusations inversées, et on a financé des terroristes pour justifier de lutter contre le terrorisme. Bon, les attaques du 7 octobre, c'est pareil. On a financé des terroristes qu'on a accompagnés pour justifier d'en finir avec la Palestine. Et ça n'est que l'exploitation de l'ambiguïté du monde arabe, de l'islam et de ses affiliés, si vous voulez, à plutôt se laisser corrompre et à jouer le syndrome des casques blancs en Syrie. Vous savez, ils sont là prétendument pour aider, alors qu'ils gazent les populations pour permettre à l'Occident de dire Bachar al-Assad gaze les populations, donc il faut intervenir. C'est ça la guerre au terrorisme, c'est-à-dire le financement d'hypocrites au sein du monde de l'islam, du monde arabe, pour enfumer le monde. Hein. Mais ça renvoie, il faut connaître le dragon de feu qui se cache derrière le brouillard. Les protestants sont les héritiers du monde nordique et ils ont toujours, que ce soit à l'époque où ils pillaient les villages français en remontant les estuaires, utilisé la même méthodologie, les mêmes ressorts. Et donc, de manière contemporaine, le dragon de feu qui se cache derrière le brouillard, c'est le feu, hein, le terrorisme, c'est la guerre, la violence, la destruction. Le dragon de feu qui se cache derrière le brouillard, c'est les judo-protestants qui financent le terrorisme pour débaucher des Arabes et justifier de disloquer le résiduel socialiste dans le monde arabe pour le projet du Grand Israël. Donc la dislocation de la Syrie. Et vous voyez, l'hypocrisie se révèle quand les djihadistes qu'ils ont financés, qu'ils mettaient sur la liste des terroristes pour se donner un peu de logique, si vous voulez. Aujourd'hui, Trump accueille le leader djihadiste décapitateur syrien et le rend plus présentable. Voilà. Voilà, vous avez quand même une bonne explication de ce que c'est que la guerre au terrorisme. Ça a justifié, si vous voulez, après avoir fait... Alors voilà, ce que je disais, c'était ça le titre, l'enfoncement, on ne peut pas le nier. Hein, là, je donne tous les arguments. Alors, le mensonge de Kennedy a fait un remplacement économique de la guerre froide qui a accumulé la dette. Bon, le but a été atteint dans les années 90 avec la dislocation de l'URSS. Poutine a fait une reprise libérale multipolaire ambiguë, mais le processus est donc bloqué. Il y a les BRICS, il y a la Chine, ça bloque, si vous voulez, dans les voyoucraties mimétiques. Bon, mais il y a eu le 11 septembre au cours du temps, si vous voulez, c'est-à-dire la destruction, on va dire, de la symbolique de la configuration économique que représentaient les World Trade Center. Le World Trade Center, c'est pas un dessin, mais qu'à traduire en anglais ce que ça veut dire, hein, le Centre mondial du commerce, c'était un modèle économique afférent, si vous voulez, à l'époque de la guerre du Vietnam. Hein, c'est-à-dire que le World Trade Center a été conçu au milieu des années 50 et il a été fini au point de vue des plans, hein, 1954, et il a été fini d'achever en 1975. Ça veut dire qu'il a été
bâti dans une optique de victoire contre le Vietnam, point de vue économique, hein, dans les oppositions mimétiques, mais en 1975, quand il est fini d'achever, c'est au moment où les Américains reconnaissent leur défaite au Vietnam. Ça veut dire que le World Trade Center est en réalité le symbole d'une économie boiteuse. Et c'est pour ça qu'il va finir par s'effondrer, si vous voulez, parce que les Américains ont perdu au Vietnam. Et finalement, ça se retourne en interne contre eux, c'est-à-dire les voyous qui vont à l'extérieur pour dégrader le monde communiste sont ciblés, si vous voulez, en interne, par la voyoucratie interne, dans une dévirilisation qui fait que, en fait, la tour Rockefeller, qui était le symbole économique de ces années 60-70, finit par être dégradée sous l'époque de la voyoucratie Bush, avec les néoconservateurs et Israël, et est remplacée par une tour juive, si vous voulez. On parle de juivisation, on peut le constater par l'architecture. On a, au point de vue du World Trade Center, donc, bon, là encore une fois de plus, une version officielle bidon avec 5 Pékins qui auraient appris à piloter des avions de ligne sur un Cessna en 5 jours. Il se serait encastré dans les tours sans être intercepté par la chasse aérienne américaine. Le kérosène aurait coulé le long des parois en acier du World Trade Center, et ça aurait fait fondre les structures et il serait tombé à la vitesse de la chute libre. Et on aurait retrouvé le passeport de Mohamed Atta. C'est même pas drôle, c'est malsain, on est d'accord. Mais il faut vraiment être débile ou pas avoir le temps de s'en occuper pour croire à des versions aussi stupides, si vous voulez. Bon, on a en réalité Dick Cheney, les néoconservateurs américains, les juifs israéliens, si vous voulez, qui ont détruit cet ancien modèle afférent à la guerre en Vietnam qui n'était plus d'actualité pour justifier de se redéployer dans la dislocation d'un pays ambigu, l'Irak, de vestiges du socialisme quelque part, hein, parce que le mouvement bassiste était assez laïque finalement. Saddam Hussein a été un produit de la CIA. Il a été mis en place pour se débarrasser du leader d'avant. Il n'a pas réussi. Il a pris le pouvoir après, si vous voulez. Alors, ils l'ont utilisé contre l'Iran. Et puis, comme il a échoué, ils se sont retournés contre lui. Hein. Là, on est vraiment dans le satanisme, avec la manipulation des cours du pétrole par le Koweït et l'Arabie Saoudite pour justifier l'invasion du Koweït et ils ont fait la guerre du Golfe. Bush le père, hein, c'était l'époque de Bush le père, Bush senior, qui lui était impliqué, bon, il y a des réseaux pédocriminels hein, sous l'époque de George Bush senior, dans la couverture de l'assassinat de Kennedy, hein, bien sûr, il était directeur de la CIA hein, sous Reagan, même avant Reagan, il faudrait voir. Et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était affairé à l'opposition mimétique contre le Japon, hein, notamment, avec toute comment dire, une mythologie, hein, comme quoi son avion, parce qu'il était pilote de chasse, son avion avait été abattu par la défense antiaérienne japonaise. Et il y a toute une mythologie qui prétend qu'il a courageusement posé son avion après avoir sauvé l'équipage. Or, on sait que par des témoins militaires, parce que c'était une flotte aérienne, il y avait plusieurs avions, qu'il aurait sauté en abandonnant l'équipage en réalité, qu'ils auraient bidonné son histoire pour en faire un héros, si vous voulez. Bon, c'est pour la petite anecdote. Il y a un bouquin qui en parle, qui avait été préfacé par Ziegler et Messan d'ailleurs, sur un type qui s'appelle Hatfield et qui a été tué, assassiné certainement par l'équipe Bush, parce qu'il avait révélé dans un bouquin la famille Bush, l'effroyable imposture, ou un truc du genre. Je ne sais plus ce que. Est-ce que je l'ai, le bouquin peut-être je l'ai vendu, ou peut-être que je l'ai encore. C'est quoi le titre? Bon, je vais chercher le titre, comme ça me fera une petite pause et je reviens. Non, mais j'ai dû le vendre. J'ai dû le vendre. Attendez, ben, je vais taper Hatfield Bush. James Hatfield. Bush. Alors, comment. Le cartel Bush. Voilà.
voilà, le cartel Bush ou l'itinéraire d'un fils privilégié. C'était préfacé par Thierry Messant et Ziegler. Et on y apprend ce genre de choses. Bon, c'est un livre qui est orienté gauchiste, on est dans la lutte de pouvoir entre les démocrates et les républicains. James Hetfield fait partie du mouvement de gauche, si vous voulez, démocrate. Et on pense qu'il a été assassiné parce qu'il a révélé le passé cocaïnomane de George Bush pour sa bonne campagne présidentielle, si vous voulez. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas que ce que les gauchistes parfois révèlent sont vrais, et vrais. Hein. Et donc, il y a bien un problème de mythologie avec le père de George Bush. Mais bon, il a fait la guerre du Golfe. Donc, j'ai expliqué comment ils se sont débarrassés. Ils commençaient déjà à essayer de se débarrasser de Saddam Hussein. Et ensuite, le fils reprend derrière le 11 septembre la guerre contre l'Irak. Donc, on est bien dans ce que j'ai expliqué, la dislocation des pays arabes à influence socialiste, si vous voulez. Même si il faut faire des raccourcis un peu pour en arriver là quand on parle de l'Irak bassiste. Voilà. Mais ça va en parler avec la Syrie. Vous voyez que comme quoi tout se juxtapose. Mais là où j'en reviens avec le thème de ma vidéo, c'est que comme on a menti sur l'assassinat de JFK, qui a une configuration économique qui a remplacé, si vous voulez, et qui s'est établie et qui a accumulé la dette, et bien après le 11 septembre, on a accepté les mêmes mensonges, les mêmes ressorts de la version officielle, et une configuration économique s'est mise en place. Et la dette a cru. Et en fait, à chaque coup que ces tragédies arrivent et qu'il y a une nouvelle configuration économique, c'est couplé avec une avancée technologique liberticide. Vous comprenez le processus? Donc, on ne peut pas nier que les versions officielles, c'est de l'enfumage pour maquiller un enfoncement dans un monde artificiel de remplacement liberticide. Et ça, c'est la réalité de la direction que prend la collectivité en acceptant tous ces mensonges. Alors, la réalité, c'est que comme les gens ne font pas d'efforts spirituels collectivement, ça ne peut aller que dans ce sens-là, si vous voulez. C'est tout le problème. Voilà. Bien sûr, pour ceux, bonjour, hein, pour ceux qui participent à ce direct, qui peut nier, en ayant connu l'époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas le téléphone portable, que plus les technologies sont développées, plus les gens se sont mis des bâtons dans les roues avec des lois liberticides en même temps. C'est parce que le crime ne paie pas. C'est que toute cette avancée pro-technologique s'est faite sous l'aune de la voyoucratie mondialiste. Et que pour que cette mondialisation voyoucrate ne soit pas remise en cause et que des gens n'aient pas de compte à rendre, il faut empêcher les gens d'avoir la liberté d'éventuellement remettre en cause cet enfoncement voyoucrate qui repose sur des piliers du trafic de l'histoire avec une version officielle qui est un mensonge, si vous voulez. C'est pour ça que c'est important de parler du 11 septembre, de Kennedy. Parce que cause-conséquence, tout s'emboîte, si vous voulez. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui disent des semé-vérités comme les gaullistes, ils disent la moitié de la vérité sur l'Ukraine, mais la moitié des mensonges, il faut aussi remettre les choses en place. Parce que le gaullisme, en ayant été du côté des judo-protestants, a été une porte d'entrée pour la soumission de l'Europe aux États-Unis. Alors, ils ont essayé de lutter parce qu'ils pensaient être assez costauds pour mettre en place leur propre modèle et ils se sont fait virer par la manipulation de la fainéantise qu'ils ont engendrée sur la jeunesse, si vous voulez. C'est mai 68. Et c'est pour ça que je dis que Pétain, la passoire induit de Gaulle, qui, comme passoire, induit mai 68. Et on voit la décadence aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. Mais il faut remettre les choses en place. Et quand les gaullistes disent ce qu'on voit avec les ukro-nazis, c'est la suite d'Adolf Hitler et de l'Europe néo-nazie, c'est totalement faux. Parce qu'ils essaient de faire oublier qu'ils ont été du côté des judéo-protestants pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'Europe continentale. Voilà. Alors, ils mettent les Russes sur un piédestal, mais il faut être lucide. Les Russes, même s'ils sont moins pires dans l'opposition mimétique contemporaine, avec la défense des valeurs familiales, ils ne sont que les produits de la voyoucratie post-Seconde Guerre mondiale choatique du côté slave, si vous voulez. Hein. Et je vous dis, hein, le Christ, c'est le pardon. Quand vous abordez aujourd'hui le national-socialisme, il n'y a que de la haine et il y a des gens qui veulent encore pendre qui disent qu'il faudrait tous les pendre, les nationaux-socialistes, les fascistes et tout ça.
Or, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'économiquement, tout ce qui tient encore la route, c'est le résiduel fasciste en Italie, l'architecture et tout ça, ou le national-socialisme, ou même ce que le Pétain a fait en France. Il y a des trucs qui tiennent la route, et ça vient de là en grande partie. Notamment, on peut parler du modèle social français. Une grande partie vient de Pétain. Et c'est pour ça qu'on parle de juivisation, parce qu'on n'est pas dans le pardon, on n'est que dans la voyoucratie juivisée, si vous voulez, et que la haine. Moi, je ne suis pas national-socialiste ni fasciste, mais j'ai aucune envie de les liquider, de les pendre, et de dire qu'ils sont les forces du mal, comme Cheminade le fait caricaturalement, ou quand Alain Soral dit que Adolf Hitler a envahi la Pologne en tant que suprémaciste, tout ça, c'est faux. C'est faux et se priver, si vous voulez, de la compréhension du processus de décadence et de mettre les choses à leur place, si vous voulez. Voilà. Je peux envoyer un message, même si certainement elle ne regarde pas mes vidéos et que la seule chose qui l'intéresse, c'est les youtubeurs qui focalisent l'attention par des millions de vues. Moi, je suis à la marge et en dehors du truc, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas un dissident, moi je donne un point de vue qui est tout à fait personnel et que peu de gens certainement partagent, si vous voulez. Mais que ces gens-là aient l'honnêteté de mettre le discours d'Adolf Hitler de 1939 où il défend les Palestiniens. Voilà. Donc, pour résumer, on ment sur l'assassinat de Kennedy pour continuer la guerre froide et au profit du projet du Grand Israël. On ment sur le 11 septembre pour continuer la dégradation des pays arabes avec de fausses accusations. Et à chaque coup, on transforme économiquement la société, on accumule la dette, des minorités font un fric fou en se torchant au niveau de la dette sur les populations, et on s'enfonce dans un processus de monde artificiel liberticide. C'est quand même pas compliqué à observer. Je veux dire, moins de personnes honnêtes, qui pourrait nier ce que je suis en train de dire? Il y a une chose qui est très dommage, c'est que la philosophie gréco-romaine a très mal été comprise, elle a été travestie, et que le christianisme, c'est pareil. Or, les meilleurs outils d'émancipation, les fondements, pour en tout cas l'Occident, mais tout le monde peut s'approprier ça, mais les meilleurs outils pour s'en sortir, ça reste la philosophie gréco-romaine bien comprise, et puis le christianisme basé sur le pardon, au point de vue du rapport émancipatif. Alors, le pardon, ça suppose d'être au-dessus de l'aspect reptilien complexé et tordu du bourreau. Parce que quelqu'un qui est moins émancipé que le bourreau, quand il va vouloir s'émanciper, ou il est obligé de se soumettre parce que, ou il est obligé de se mettre de côté et puis de progresser petit à petit comme il peut, si vous voulez, ou alors il va avoir des velléités de rébellion haineuses, de meurtre, si vous voulez. Toutes les configurations de rébellion et de révolution historique sont basées sur cet aspect-là. En grande partie, c'est ça. C'est-à-dire des gens qui ne s'émancipent pas par le pardon, la maturité, la droiture ou le travail, si vous voulez, de dépasser l'agresseur, mais le meurtre de cet agresseur est la substitution, c'est-à-dire voler l'argent et remplacer ce pouvoir imposteur par une autre imposture moins virile, si vous voulez. C'est le processus de la République franc-maçonne laïcarde. Voilà. Ils en arrivent à fêter un cas à l'Élysée. Et à un moment donné, les Français ils devraient sortir de l'héritage de la Révolution française pour proposer autre chose. Je veux dire, ça va, ça a vécu, quoi. Qu'est-ce qui en... Alors, c'est ça, les gens préfèrent se complaire dans le culte de la science de compensatoire. Mais le prix à payer, c'est que comme c'est obligatoirement basé sur une voyoucratie colonialiste
génocidaire, eh ben, c'est de s'enfoncer dans ce processus de camp de concentration inversée liberticide. Vous voyez, il y a quand même une loi karmique, hein, une logique dans cette histoire. Mais ça n'empêche pas que vous soyez chrétien, musulman, juif, bouddhiste, taoïste. Je ne sais pas si on peut dire ça, taoïste. Bon, je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas, mais en tout cas, chacun de son côté peut travailler à son rapport émancipatif. Je veux dire, il y a des juifs qui croient que le Christ était leur messie. Hein, je pense qu'il y en a même en Israël. Bon, ben, chacun peut travailler à son niveau pour s'en sortir. Vous avez des gens de toute communauté qui ne sont pas dans ce processus de haine, de remplacement mimétique ou quoi qu'est-ce. Il y en a, ils vivent leur vie et puis ben, ils essayent d'avancer de manière humble et de manière positive. Le gros problème, c'est que la configuration collective, c'est plutôt la voyoucratie pro-technologique et la compétition mimétique. Bon, ben, écoutez, c'est une réalité à savoir pour se protéger. Voilà. Alors, ceux qui sont les plus ciblés, ben, évidemment, c'est les catholiques, les nationalistes et les blonds aux yeux bleus. Hein. Alors, eux, c'est la cible, hein, c'est certain. Donc, eux, ils ont intérêt de faire un travail extrêmement important au point de vue de la lucidité et de l'émancipation pour s'en sortir, parce qu'ils ont tout le monde à dos. Mais pour s'en sortir, il ne faut pas utiliser le machiavélisme et la lâcheté et le cerveau, le cortex, s'il vous plaît. Il faut faire aussi appel, on peut utiliser l'intelligence, le cortex, le mental, mais aux ressorts spirituels, philosophiques et moraux. Voilà. Je ne connais pas ce film avec Tom Hanks. Dedans, on voit que quand ils font des simulations pour voir s'ils pouvaient joindre un aéroport pour se poser, ils se crachent à chaque fois. Est-ce que tu peux être plus précis? Parce que je ne comprends pas vraiment de quoi tu parles, de ce que tu induis, si tu veux. Tu fais allusion au 11 septembre, de quoi tu parles? Pour le 11 septembre, des pilotes normaux, quand on fait on interroge des pilotes de ligne, même expérimentés, ils sont très sceptiques sur la possibilité qu'auraient eu des vrais pilotes de s'encastrer sur les tours jumelles à une si basse altitude avec de tels avions. Voilà. Bon, mais on va pas revenir sur la technique. Il y a des avions, l'ère des drones apparaît juste après, donc on peut penser qu'il n'y avait personne dans ces avions, que ce sont des avions qui étaient les prémices de la technologie des drones. Hein. Ils ont bloqué les tours jumelles pendant des mois avec les services qui étaient liés au Mossad et à l'État profond américain, et ils ont certainement mis des charges de démolition contrôlée avec de la nonothermite, peut-être autre chose. Moi, je ne crois pas aux armes à énergie dirigée à cette époque, même si je ne l'exclus pas. Je pense qu'il suffisait de faire une démolition contrôlée avec de la nanothermite et des explosifs. Alors, il y en a qui parlent de bombes nucléaires miniaturisées, il y en a qui parlent d'énergie dirigée, il y en a qui parlent d'hologrammes. Moi, les hologrammes, je n'y crois absolument pas à cette époque. Les armes à énergie dirigée, je ne sais pas trop, ils auraient pu en ajouter, mais je ne vois pas l'intérêt, si vous voulez. Je pense qu'on peut se contenter de la démolition contrôlée avec la nanothermite. Ça suffit amplement à expliquer, si vous voulez. Il y a peut-être d'autres choses qui ont été utilisées, mais certainement pas les hologrammes. Et après, le reste, je ne sais pas. Voilà. Moi, j'en reste à la nanothermite et puis à l'écran de fumée avec des avions qui sont la prémisse qui sont qui sont téléguidés, quoi. C'est les prémices de la technologie des drones. Voilà. À Shanksville, il n'y a rien eu, ils ont creusé un trou. Et pour le Pentagone, c'est soit des explosifs placés à l'intérieur, soit un missile. Voilà. Moi, je crois plus aux explosifs internes. Voilà. Et donc, ça a permis aux néoconservateurs, à Dick Cheney et à Israël, si vous voulez, de justifier la guerre en Irak, avec le prétexte bidon des armes de destruction massive additionnelles.
Voilà. Mais quand ça n'a plus marché, ils se sont retournés contre Ben Laden, qui était mort en 2001 de suite de problèmes de santé, comme ça. Je l'ai détaillé avec Thierry Messant dans une interview. Et en 2011, ils ont fait un film bidon avec Obama, Clinton, qui regardait une opération en film 3D. Mais ça faisait 10 ans que Ben Laden était mort. Il n'y a jamais eu d'opération d'assassinat de Ben Laden en 2011 autre que de l'enfumage. Ils ont fait ça pour se faire de la brosse à reluire, si vous voulez, et en finir, si vous voulez, avec cette excuse de la déportation en Afghanistan qui leur permettait de faire du trafic d'opium, notamment. Ça me fait doucement rigoler quand Trump prétend lutter contre le trafic de drogue avec le Venezuela. Le Venezuela est responsable du trafic de drogue qui détruit les États-Unis. Et la CIA et l'armée américaine, ce sont les plus gros acteurs impliqués dans l'histoire au niveau du trafic de drogue et même au niveau de l'inondation aux États-Unis des drogues. Hein. Toutes les drogues de synthèse fabriquées en laboratoire, en grande partie. Pendant la guerre du Vietnam, c'était la cocaïne. L'Afghanistan, c'était l'opium, comme les Chinois là, avec la Chine, l'Angleterre, si vous voulez. Bon, voilà. C'est une excuse pour piquer le pétrole vénézuélien, et c'est encore un régime socialiste résiduel qui est ciblé. Comme quoi, Donald Trump n'innove pas dans la politique étrangère américaine. Voilà. Et je dis, si les États-Unis voulaient s'en sortir, ils adopteraient mon point de vue, enfin la vérité sur l'assassinat de Kennedy, hein, ce qui couperait la dynamique de la guerre en Ukraine. Ils feraient des procès sur le 11 septembre, et donc ils remettraient en cause les modèles économiques issus de ces impostures, si vous voulez, pour se reprendre. Et c'est pour ça que Trump n'apportera aucune solution aux États-Unis. Hein, voilà, il essaye, en étant totalement vérolé par le sionisme et le judaïsme, voyoucrate, hein, que ce soit les Lubavitch, les Rothschild, le Netanyahou, il essaye de bon an mal an de sauver le blond aux yeux bleus voyoucrate mafieux américain, si vous voulez, ou le blond aux yeux bleus américain résiduel. Voilà. On rappelle quand même que ces gamins, un de ces gamins, là, le grand blond, là, je ne sais plus c'est quoi son prénom, il disait que David Duke, hein, qui lui est un vrai nationaliste qui défendait les Palestiniens, comme Adolf Hitler. Hein, euh, le fils de Trump disait que Duke méritait une balle dans la tête. Donc on voit bien que la famille Trump se comporte avec les nationalistes comme les gauchistes se comportent avec Trump, quelque part. Donc il essaye, Trump, de sauver le blond aux yeux bleus américain dans la réalité relative de l'Amérique voyoucrate d'aujourd'hui, si vous voulez, mais il ne faut pas oublier de le replacer dans le contexte global par rapport au vrai nationalisme. Voilà. C'est pour ça que je dis l'extrême droite française aujourd'hui, ça n'est pas du nationalisme ou de la véritable extrême droite, c'est du flanc. Je dis, on a une extrême droite qui valide le génocide des Palestiniens, mais qui défend la famille, et on a une extrême gauche qui est contre la famille, mais qui défend les Palestiniens. Voilà. Mais on n'a pas de gens qui défendent les Palestiniens tout en défendant la famille. Ça donnait cœur qu'à un moment donné, il a été assassiné aux États-Unis. Voilà. Enfin, Kirk était en train de tendre vers ça, il n'était pas... voilà. Oui, enfin, Guyeno, parfois, est surprenant. C'est-à-dire qu'autant il peut dire des trucs intéressants. Moi, je me souviens on avait échangé par mail sur l'infiltration de la papauté par les Nordiques, et qui donne les papes francs, hein, moi, je dis, se retranscrit par les croisades après. C'est vraiment le comportement de pillage des Nordiques. Quand ils ont infiltré la papauté, on le voit par la retranscription des croisades, où ils se détournent très vite de Jérusalem, où il n'y a pas assez de fric, visiblement, pour aller piller un socle plus fort de la chrétienté qui est Constantinople, hein, et qui va donner l'orthodoxie russe. D'où aujourd'hui la coalition européenne contre la Russie se retrouve. Hein. La base, c'était les croisades de l'époque, c'était la même chose. Hein. Aujourd'hui, on a le produit dérivé de tout ça, hein, dans l'opposition mimétique entre l'Occident et la Russie, si vous voulez. Mais à l'époque, c'était les croisades et puis le saccage de Constantinople, où ils ont brûlé le savoir gréco-romain, le savoir chrétien, hein, en bon pillard que c'était. Mais c'était la même coalition, c'était les économies chrétiennes occidentales nordicisées, et
ça a été remplacé de manière contemporaine par des économies judéo-maçonnes, si vous voulez. C'est une sous-version aujourd'hui des économies catholiques nordicisées. Aujourd'hui, on a une coalition occidentale judéo-maçonne contre la Russie de Poutine orthodoxo-paganique, on va dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La version de la Russie de Poutine est une version moins émancipée moins lucide que le communisme de l'URSS, si vous voulez. C'est une version mondialiste, multipolaire, qui va dans le monde artificiel, mais qui n'est pas aussi. Ils ont failli se faire avoir par le monde occidental parce qu'ils ont oublié la lucidité des communistes sur la superficialité du bloc occidental. Et aujourd'hui, ils sont en train de se réveiller un peu pour aller vers du nationalisme. Mais après Poutine, je pense qu'ils ne sont pas assez futés pour faire mieux, si vous voulez. Voilà. Il va y avoir un monde qui n'est pas encore complètement travesti avec la Chine, au point de vue des valeurs familiales, qui va prendre la suite du capitalisme. Et le problème, c'est que s'ils ne sont pas assez lucides pour comprendre les travers du capitalisme et ce que ça induit sur le tissu familial, ils seront atteints des mêmes décadences, si vous voulez. Enfin, le capitalisme chinois n'est quand même qu'une sous-version bien maquillée des erreurs du capitalisme occidental. C'est la suite logique, si vous voulez. C'est pour se prolonger sans faire d'efforts spirituels. Regardez, le symbole, c'était ceux qui ont dégradé là, avec une voiture, un 4x4 électrique, un escalier vieux de 1400 ans, 1200, 1400 ans. C'est quand même un symbole de cette Chine capitaliste qui veut prendre la suite de l'Amérique et qui ne respecte pas ses traditions, son passé historique et sa philosophie ou la sagesse chinoise, si vous voulez, asiatique en tout cas. Bon. J'avais parlé de la technique du panda, j'avais démasqué l'imposture de l'économie chinoise par la technique du panda. Alors je renvoie mes vidéos, je ne vais pas le rappeler. J'avais même fait le parallèle avec le WWF et comment l'Angleterre et Rothschild avaient infiltré le modèle communiste chinois pour développer l'écologie capitaliste via la Chine et le modèle de l'humain artificiel et du flicage, finalement, par la Chine. Pour ne pas se remettre en cause, ils ont fait ce modèle-là. Bon. Mais ça concerne le futur. Moi, c'est certainement pas devin, mais on voit vers quoi toute cette dynamique collective tend. Il n'y a pas d'inversion, les gens vont vers cet enfoncement et ces camps de concentration inversés, et la Chine elle permettrait, si vous voulez, à ces familles mondialistes de développer, si vous voulez, leurs projets comme ça. Mais la Chine a une résilience comme les Russes et qui ne sont pas décadents au point de vue de la famille de la même manière. Il y a adoption par les homosexuels, tout ça, du côté de la Russie, de la Chine, non. Puis il y a une volonté des Chinois de faire payer un peu les États-Unis pour leur idéologie voyoucrate de s'enfoncer dans l'espace au détriment des peuples de la Terre, si vous voulez, de manière voyoucrate. Parce que c'est ça, les États-Unis, c'est comment accumuler de la science de manière voyoucrate pour se barrer, si vous voulez, de la Terre et aller coloniser l'espace, si vous voulez, en se torchant sur la Terre. Quoi. Bref. Après, vu le profil des Américains, ils vont peut-être tomber sur une planète et se faire bouffer par une race d'aliens reptiles, enfin d'extraterrestres reptiles. Ce serait la cause de la conséquence de leur connerie. V, vous voyez, il y a une série comme ça dans les années 80-90. V, c'est des extraterrestres, c'est des lézards qui bouffent les humains. Ils se font passer pour des humains. Finalement, c'est un peu les doppelgankers américains troller lui-même, si vous voulez, à son propre jeu. Ça se trouve, avec leurs conneries, ils vont se retrouver sur une planète et puis se feront bouffer par des lézards plus futés qu'eux. Hein, le crime ne paie pas. Voilà.
Moi, ce que je trouve d'hypocrite, c'est toute cette vidéo où ils y sont avec les animaux. Vous savez, oh, avec des petites musiques. Vous savez, oh, regardez comme on est gentil, on aime bien les chihuahuas, les animaux, les vidéos de chats et de chiens. Et en même temps, ils valident le génocide des Palestiniens, si vous voulez. C'est comme quoi, en fait, ils sont plus omnibulés par la symbolique euh, de leur non-émancipation, par la symbolique animale de leur non-émancipation, si vous voulez, ils sont omnibulés par ça. Ils font des petits cœurs, gna gna gna, avec leur complaisance dans la symbolique animale, alors qu'en même temps, pour se complaire avec leur téléphone portable, ils génocident les Palestiniens. C'est quand même hallucinant. Il ne faut pas être dupe de ces vidéos-là avec les animaux. Les gens, ils adorent les animaux. Et puis dès que tu les contraries, ils veulent génocider le monde. C'est la société de consommation moderne est assez particulière à observer. Bon, il faut les jeter à la flotte avec des méduses. Non, mais parce qu'à un moment donné, ils faisaient une rêve partie en Californie et ils se sont fait attaquer par des chenilles urticantes. Bah, c'est bien fait pour leur gueule. C'est des feignants. Les chenilles, c'est bien la symbolique de la fainéantise. Finalement, vous avez vu ces trucs-là, vous avez la voyoucratie par les chaussures de sport, hein, les Nike, les Reebok. Et les animaux, ils ne sont pas découplés du cosmos. Donc, des fois, les animaux, ils ont des réactions qui mettent en lumière la réalité non émancipative voyoucrate des gens. Vous avez ces vidéos où les chats, quand ils passent devant des produits de consommation ou des chaussures, parce qu'ils vont faire fabriquer leurs chaussures dans les pays pauvres avec le même modèle colonialiste, esclavagiste, à moitié pédocriminel. Enfin, les chats, quand ils passent devant ces produits, ils prennent des poses, on dirait Nosferatus. Vous voyez le chat ou les chiens, des fois, vous donnent des indices sur la réalité émancipative qui vous concerne. Et les gens ne les voient pas, ça. Moi, j'observe ces trucs-là. Bon, c'est un peu de l'ésotérisme, mais bon. Ah, ok, ok. Oui, oui, oui. Il y a un pilote qui a posé l'avion de ligne sur le Hudson River, la rivière Hudson. C'est marrant quand on fait quand même la traduction des mots anglo-saxons, comme ça perd. Les musiques anglo-saxonnes, elles sont très connes au niveau des paroles quand on les traduit, si vous voulez. Mais quand on ne fait pas attention à la traduction, c'est vrai qu'on peut se laisser berner, si vous voulez. Par exemple, la Silicon Valley, c'est la vallée de silicium, c'est pas la vallée de silicone. Bon, je disais, par exemple, c'est pas l'exemple qui va avec ce que je disais, mais si vous traduisez des musiques anglo-saxonnes, vous allez rigoler un peu. Le plus débile, c'est Queen. C'est vraiment naze. Hein, la traduction des paroles des musiques des chansons de Queen, là, c'est naze. Non, mais parce que quand vous allez vous regardez des matchs de basket, ils ont souvent des musiques qui reviennent. Alors, souvent, ou même en France, ils mettent du Queen quand ils gagnent. C'est quand même une symbolique collective. Hein, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a les gay pride et que les mouvements LGBT, si vous voulez. Mais aux États-Unis, vous avez une musique, c'est Égalité et Réconciliation qui avait abordé ça, c'est intéressant. C'est une musique écrite par un Anglais pédocriminel. Je ne sais pas que. C'est des musiques qui mettent souvent dans les matchs de sport, si vous voulez. Et comme les États-Unis se coltinent, si vous voulez, la poursuite du colonialisme anglais, en fait, c'est pas étonnant que dans leur dynamique sportive, qui est la dynamique énergétique de leur connerie, si vous voulez, ils mettent des musiques de pédocriminels anglais parce qu'ils sont la suite logique. C'est ce que je disais, la City Wall Street. Alors ça, c'est validé par mes analyses de films. Par exemple, le film Misery. Vous avez un écrivain qui est, dont certainement une bonne femme fan trafique la voiture. Il a un accident et elle le séquestre pour qu'il continue d'écrire une histoire. Misery, il faut le regarder. Hein, c'est écrit. Alors c'est marrant, c'est que ça a été écrit par un juif, là, réalisé par Rob Reiner, qui était un juif hystérique ashkénaze, qui lui était rabiquement anti-russe, hein, qui passe son temps à dire qu'il faut faire la guerre à la Russie. Bon, et dans le film, en fait, celui qui joue l'Américain, qui est pris en otage par l'infirmière, là, qui est une tête anglaise, hein, euh,
il est juif, en fait, l'acteur. Ça veut dire qu'il y a une substitution mimétique, c'est-à-dire que les Juifs ont très bien compris que les Américains sont prisonniers de la poursuite colonialiste anglaise au profit d'Israël, mais ils veulent incarner l'Américain prisonnier par l'anglaise folle, si vous voulez, hein, pour induire la trame en erreur, si vous voulez. Donc on va dire les Américains, c'est un peu des... comme allez, je vais rentrer un peu dans le cradingue, mais vous aviez, c'est un peu le monde arabe, vous savez, à un moment donné, on parlait d'un pédocriminel qui avait tué un gamin et qui l'avait sodomisé la tête dans un seau de merde. C'est Roger Hollande qui parlait, il disait que c'était Jack Lang ou quelque chose comme ça. Et ben on peut dire que les Américains ont la tête dans un seau de merde tenu par les Anglais, si vous voulez, dans leur poursuite de leur politique étrangère. Voilà. Voilà, on fait un peu du dégueulasse, mais c'est parfois de faire du dégueulasse, ça coupe court, si vous voulez, au baratin, pour parler de ce que c'est que la dynamique américaine. Et c'est pour ça que dans leur match de basket, à la fin, ils mettent des musiques pédocriminelles anglaises. Hein, voilà. Mais regardez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Magnum, le policier à Hawaï, hein, je crois que ça se passe. Qui c'est le patron de Magnum? Magnum qui est joué par un acteur homosexuel. C'est Higgins. Et Higgins, il est habillé comme un colonialiste anglais avec son canon. C'est-à-dire que tout le fric que Magnum a, la Ferrari, tout ça, c'est le fric qui vient du côté anglais Higgins. Voyez. Et quand on analyse Magnum, on a la City Wall Street, finalement. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous regardez Misery, on comprend que les Juifs les trollent en essayant de s'accaparer la dynamique américaine, en jouant par un acteur juif le rôle du type qui est pris en otage par une infirmière anglaise complètement tarée qui l'oblige à écrire un bouquin en le tabassant, si vous voulez. Hein, et là, on ne peut pas se faire avoir sur la réalité de ce que c'est que la dynamique américaine. C'est pour ça que tous les gens qui se soumettent à ces fumistes et ces voyous, si vous voulez, ils ont complètement tort. Hein. Et c'est pour ça que je critique les gaullistes. C'est que c'est bien beau de critiquer l'hégémonie américaine. Ben, il ne fallait pas s'allier avec eux pendant la Seconde Guerre mondiale contre ceux qui défendaient le travail famille-patrie. Hein. Il n'y aurait pas eu besoin de planquer l'or français de la prédation américaine, et qui d'ailleurs après a été vendu aux Américains par des trollers de gaullisme comme Sarkozy. Hein. Voilà, tout est logique. Et venez, personne vient me contredire, moi. Vous n'avez jamais vu des gens venir dire ah, t'as tort ou quoi qu'est-ce, parce que j'ai raison, c'est logique et on peut pas le désimbriquer ce que je dis. Ça s'emboîte tellement que c'est même pas la peine d'essayer de venir critiquer, si vous voulez. Voilà. Après, parfois je fais des raccourcis ou je peux faire des erreurs relatives, si vous voulez, mais dans le fond de l'histoire, non. Mais ça va trop loin. Alors c'est vrai que la plupart des gens ne peuvent pas faire ce que je fais. Bon, alors, ok, c'est pas adapté à la plupart des gens. Je veux bien le croire, si vous voulez. Hein. C'est pour ça que personne m'écoute et que personne fait attention à moi, si vous voulez. Mais franchement, ça permet, par contraste, de se rendre à quel point les gens ont dérivé du mauvais côté. Quoi. Bon, après, les gens font ce qu'ils peuvent. Hein. Si les gens ils veulent s'enfoncer dans leur délire pro-technologique inversé, en gobant tous les mensonges de l'histoire, ou en se cachant derrière tous les mensonges de l'histoire, c'est que ça regarde. Mais au final, ils vont être quoi? Dégénérés. C'est-à-dire trafiqués dans leur gène, abâtardis, ressembleront plus à rien. Quoi. Non, mais c'est quoi le Covid? C'est bien couper les gens de leur ADN original et travestir leur ADN pour les faire se conformer à ces camps de concentration inversés tenus par les talmudo-sionistes. Hein. Excusez-moi, c'est Steiner qui disait que dans le futur, les gens allaient se vacciner pour couper l'homme de Dieu et en faire des êtres mathématiques froids et ce genre de choses. Moi, je ne l'invente pas. Hein. Moi, j'ai travaillé sur le H1N1, j'ai travaillé sur le sida et tous ces trucs de bioterrorisme qui sortent de laboratoires bioterroristes ou de saloperies de tests américains sur des populations qui ne peuvent pas se défendre. Alors le sida, c'est Hilary Koprowski, juif américain d'origine polonaise, qui a été couplé des lamelles de défense immunitaire de rein de singe avec les défenses immunitaires de l'homme, ce qui a créé l'immunodéficience, si vous voulez. Hein. Donc les Noirs ont été c'est par excellence, hein, les Noirs, ce sont les plus ciblés dans les tests de virus et de vaccins. Hein. Alors ensuite,
Le scientifique qui a enquêté sur cette piste-là, il est mort pendant son enquête d'un virus. Hein. Pour un virologue, c'est quand même suspicieux. Il y en a d'autres qui vont dire que le sida n'a jamais existé, que c'était un baratin pour vendre des médicaments, mais faut quand même arrêter de délirer à un moment donné. Hein. Le syndrome d'immunodéficience, il y a des gens qui en meurent encore. Et puis, le crime ne payant pas, comme tout est lié, hein, la communauté gay est une émanation de la dynamique collective. Donc, comme une partie de la communauté gay allait faire ses courses, parce qu'il y a effectivement un marché dans les pays pauvres, et qu'il y a des relations homosexuelles qui se font par le biais des rencontres colonialistes, on va dire, historiques ou multiculturelles, eh bien, le sida est revenu dans l'Occident au travers du scandale. Pour la France, c'est au moment où Fabius, l'histoire du sang contaminé, si vous voulez. Hein, voilà. C'est là qu'on apprend un peu plus ce que c'est que le virus du sida. C'est-à-dire que les Blancs vont contaminer les Africains, mais la communauté gay allant en Afrique contracte le virus et ça revient en Occident, si vous voulez. Bon, il y a une traçabilité sur ce satanisme médicinal ou enfin, excusez-moi, je n'ai pas les termes scientifiques, si vous voulez. Alors après, Ebola, tous ces virus testés sur les populations africaines et qui sortent de laboratoires américains en Afrique. Hein, après, de manière plus contemporaine, il y a la grippe aviaire, le H1N1, la grippe porcine. Tout ça, ça sort de laboratoires de bioterrorisme américains et ça se retranscrit sur des populations. Et ils faisaient leurs tests. Et leur but, c'était de justifier de vacciner les gens avec des produits qui ne sont pas des vaccins, qui trafiquent l'ADN et qui inoculent des nanotechnologies pour faire se juxtaposer progressivement l'humain biologique avec leur camp de concentration inversé où tout est en relation, si vous voulez. Et pour éventuellement contrôler les gens à terme. Hein, des techno-zombies. Voilà. Et alors, à l'époque du H1N1, on se rappelle que les Français avaient été un peu plus futés. Roselyne Bachelot avait été éconduite. Et puis, ils se sont complètement soumis avec le Covid. Quoi. Mais c'est du bioterrorisme militaire couplé avec des gens juifs qui tiennent des laboratoires, Bancel, Bourla, haineux de l'humanité en partie, si vous voulez. Et puis, alors, il n'y a pas que cette interface de nanotechnologie, parce que le professeur Novak, qui était le spécialiste mondial des nanotechnologies, avait expliqué ce qu'il avait trouvé, ces lames de graphène. Alors là, c'était le spécialiste du graphène. Il a été assassiné pratiquement en direct quand il a, en Autriche, Allemagne, quand il a expliqué qu'il y avait des lames de graphène qui coupaient les tissus et qui étaient responsables de mort. Lui, il a été assassiné un jour après son direct. La police a défoncé sa porte en direct pendant qu'il faisait son direct sur les graphènes et après il est mort. Sa femme était enceinte. C'est super. Hein. Vive le mondialisme, bisous, bisous, LGBT, pro-LGBT, écolo. Hein. Ça volo, ça volo. Ça va, non mais ça va mettre en parallèle avec, on peut mettre tout en parallèle, hein. L'assassinat de Marlex quand il critique les magouilles de Macron, les tentatives d'assassinat de Fico, les 12 types d'extrême droite en Bavière, je crois, qui ont été assassinés pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite dans un point clé en Allemagne, si vous voulez. Ce mondialisme voyoucrate assassine tout le monde. Alors il y a beaucoup d'Africains, de leaders africains qui étaient contre les vaccinations qui ont été assassinés. Ils ont fait exploser des usines de chloroquine en Inde. C'est une mafia pédocriminelle, pédérastique, mondialiste, technocrate, écolo, juivisée, qui agit partout sur la terre entière et qui assassine qui elle veut, quoi, pratiquement. Il y a peu de gens pour leur faire opposition. Un peu Trump, un peu Poutine, mais ils sont très poreux et à coquiner, si vous voulez. Hein, Poutine avait été souhaité
l'arrivée du troisième temple juif, hein, contradictoire avec une bonne partie du fait que les Russes prétendent défendre un peu les Palestiniens. Et par Trump, pas la peine de vous faire un dessin sur son parcours avec Roy Cohn, mafieux homosexuel juif spécialiste du chantage sexuel qu'il a formé au départ dans son parcours, et puis ensuite les Rothschild qui l'ont sorti de l'ornière de la catastrophe, de la gabegie économique à l'époque d'Atlantic City certainement, et puis les Lubavitch, bon, et puis maintenant il essaye de sauver Netanyahou de toute poursuite, bon, pas faire un dessin sur le profil de Trump, mais bon, voilà, qui a travaillé sur la H1N1 n'est pas dupe sur l'histoire du Covid, et qu'ils essayaient. Et c'est aussi Messant qui abordait le profil de l'époque de George Bush, le fils. Vous aviez un néoconservateur américain qui a un profil tout à fait particulier d'ailleurs, et qui était avant dans le lobby pharmaceutique, et qui était... j'ai oublié son nom. C'est lui qui a dit, le jour d'avant le 11 septembre, qu'il y avait des milliards de comptabilité qui n'étaient pas traçables au point de vue du Pentagone. Comment il s'appelle? Il est mort depuis, mais il avait une part très importante dans l'administration de Bush, avec des lunettes. C'est un ancien lutteur. Et lui, il était inscrit dans ces programmes de volonté de vacciner les gens, de servir des vaccins comme chevaux de Troie, d'une logique systémique qu'on peut appeler la Green Machine, mais qui maintenant est totalement détournée par le talmudisme. Alors, Dick Cheney, George Bush, Condoleezza Rice, et l'autre. Son nom. Il a dû être secrétaire à la Défense. Hein. Vous n'avez pas une idée, quand même. Je ne suis pas le seul à aborder ces trucs-là. Comment il s'appelle? Je vois qu'il y a des personnes qui suivent. Comment il s'appelait ce néoconservateur lié à George Bush, avec des lunettes, pas grandes, mais... Voilà, je vais trouver. Donald Rumsfeld, voilà. Donc lui, il était impliqué dans ces programmes Donald Rumsfeld, c'est lui qui, avant le 11 septembre, a dit que le jour d'avant, à la télé, il y a je ne sais plus combien de milliards liés à la défense qui sont plus traçables. Alors lui, il était impliqué avant dans les labos pharmaceutiques. Bon, d'ailleurs, c'est lui qui serre la main à Saddam Hussein à l'époque, donc ça date pas d'hier, mais c'est lui qui serre la main de Saddam Hussein pour lui vendre des armes avant toutes ces guerres contre le régime baathiste. Et lui, il était engagé dans les labos pharmaceutiques avec ce projet de vaccination derrière un virus, s'il vous plaît. C'est pas nouveau. Voilà. Après, et alors, les types comme Donald Rumsfeld, c'est un peu compliqué parce que c'est pas des types typiques des neuneux à lunettes sans aucune virilité ou expérience. C'est que le type a un passé sportif
euh, il va dans des domaines où on ne s'attend pas à ce qu'il aille, si vous voulez. Donc, ce sont des gens intelligents, avec une certaine force, si vous voulez. Alors, ils sont dans le mauvais camp, ils font des choses horribles, si vous voulez, hein, mais c'est plus difficile de combattre des gens qui ont une épaisseur. Voilà. Bon, après, pour le cas il y a des pires, hein, plus compliqués que Donald Rumsfeld, si vous voulez, mais parce que c'est un anglo-saxon, mais voilà. Je crois qu'il faut regarder l'interview que j'ai fait avec Thierry Messant, qui aborde cette chose-là. Voilà. Alors Thierry Messant, qui est gaulliste, évidemment, il ne va pas être d'accord avec moi sur la version que je donne du national-socialisme, et ni non plus sur la réalité de la Shoah, évidemment. Mais moi, ça n'empêche pas, je critique Soral, je critique tout le monde, mais je reconnais quand ils disent la vérité. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est pas le national-socialisme ou les groupes, c'est en tant qu'humain, à quel moment vous abordez la vérité et à quel moment vous vous en séparez parce que vous, dans la logique de défendre un intérêt de groupe, vous mentez en fonction de ses intérêts, si vous voulez. Alors, mentez, ou des fois, c'est de bonne foi, si vous voulez. C'est pour ça que quand je critique le gaullisme, je ne critique pas tout ce qui était gaulliste. Il y a des choses qui étaient bien dans le gaullisme. Hein, mais, si vous voulez, l'ère de l'entente diplomatique mondiale dont la France était l'espèce de point de jonction, se caractérise aussi par le concorde, hein, au point de vue de la production technologique, où vous avez le symbole, si vous voulez, et même par le nom, de cette diplomatie de l'ère gaulienne voyoucrate post-seconde guerre mondiale, c'est le concorde. Mais on voit bien que le concorde, il vole en éclats, cette concorde, elle vole en éclats avec le 11 septembre. Et d'ailleurs, le Concorde disparaît à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a certainement des débris d'avions américains laissés sur la piste. Le Concorde trébuche dessus, si vous voulez, et puis le Concorde est détruit. Et donc l'ère gaulienne, avec Jacques Chirac, le résiduel Jacques Chirac, si vous voulez, va disparaître au profit du remplacement que la guerre en Irak, au point de vue économique, va amener. Et là, on a Sarkozy avec sa guerre contre Kadhafi et la démolition contrôlée continue au profit d'Israël. Et la France voyoucrate qui a suivi cette juivisation meurtrière s'enfonce dans alors, il n'y a plus la télé d'avant, il y a la télé, je ne sais plus, on a changé le modèle. Avant, on avait des télés différentes à tube cathodique. Ça a changé avec les écrans plats et la TNT ou je ne sais pas quoi. Et puis la France s'est enfoncée, si vous voulez, dans la technologie liberticide. Et les mentalités ont totalement changé, quoi. On n'est plus dans les années 80, 90 avec, je ne sais pas, même le Bébête Show, les inconnus, si vous voulez. On est dans une France juivisée qui n'a plus le sens de l'humour, qui est un humour faux, si vous voulez, où les gens s'enfoncent dans une hypocrisie d'attentisme friqué, si vous voulez. Bon. C'est vrai que, bon, pour qui se rappelle de l'époque des inconnus, au moins, même si c'était du gauchisme antifasciste, si vous voulez, au moins on rigolait, quoi. Même à la télévision, il y avait un peu de joie, si vous voulez. Moi, je rappelle que tout le monde rigolait à regarder ça pendant les fêtes. Il y avait et tout ça a disparu avec Sarkozy et une sinistrose répugnante. La fin de l'ère Chirac et l'arrivée de Sarkozy, c'est une catastrophe au point de vue collectif, au point de vue des valeurs et des mœurs. Sarkozy, qui est un assassin, hein, qui a tué Kadhafi. Et je rappelle que, alors il aurait touché 50 millions pour sa campagne par Kadhafi avant de faire assassiner Kadhafi, toujours sous des accusations inversées, hein, parce que l'invasion de la Libye de Kadhafi, c'est comme l'Irak, hein, c'est des mensonges horribles, avec des conséquences désastreuses pour l'Afrique, parce que la Libye, enfin, je veux dire, ils étaient en train d'irriguer avec un système d'eau l'Afrique et de rendre l'Afrique indépendante, hein, de découpler l'Afrique de la dépendance au colonialisme occidental. Et ils ont tout fait voler en éclats. Bon, je ne dis pas que Kadhafi n'avait pas des ambiguïtés, que ce n'est pas la France-Afrique qui a fini le travail des ambiguïtés de Kadhafi, si vous voulez. Mais les conséquences pour l'Afrique du comportement des Français dans cette histoire libyenne, c'est de l'ordre de l'enfer. Et là, les Français, karmiquement parlant,
Je ne sais pas ce que ça aura pour conséquence sur eux, mais ça ne va pas s'arranger, à mon avis. Hein. Parce que la fausse justice, là où le type a l'outrecuidance de faire quelques jours en prison dorée et puis de se comparer à Mandela, là, je veux dire, c'est son fils, si vous voulez. Et je pense qu'en plus, Ségolène Royal qu'on va essayer, parce qu'elle a un côté esthétique qu'elle a travaillé et qui peut la rendre sympathique. Ils vont essayer de placer Ségolène Royal, certainement, à mon avis, prochainement, pour continuer la duplicité, si vous voulez. Mais je pense que quand on écoute l'interview que j'ai fait avec Thierry Messant, elle a touché 50 millions de Kadhafi aussi. Par contre, elle n'est pas poursuivie, hein, parce que c'est socialiste, si vous voulez. Mais on a une obscénité là avec le fils de Sarkozy. Moi, je regarde même plus cette France-là, c'est pas la mienne. Je veux dire, à partir du moment où ça descend au-delà d'un certain point, moi, ça m'intéresse plus. Je veux dire, à un moment donné, quand c'est naze, vous arrêtez, vous mettez en dehors. Quoi. Moi, c'est ce que je fais, hein, parce que c'est trop laid. Quoi. Mais le fils Sarkozy qui compare son fils à Mandela, mais c'est une obscénité. Il veut légaliser la cocaïne, j'ai entendu. C'est hallucinant. Mais cette France-là, c'est pas la mienne. Hein. Moi, ça m'intéresse pas, hein, tout ça. Excusez-moi. Ça va, quoi. Et vous voyez, les régimes socialistes arabes résiduels qui sont ciblés par la voyoucratie française. Alors, j'ai dit, les Italiens, les fascistes italiens ont fait le ménage, on dirait les mafieux. Les Américains ont utilisé les mafieux pour bloquer ensuite l'économie italienne. Mais en France, parce quoi il vient de ce modèle-là. Hein. C'était la mafia corse que les Américains ont utilisé. Et il fait partie de la France-Afrique. Et la France-Afrique, alors après, il y a le côté Mitterrand, il y a le côté de la droite. Mais tous ces gens-là ne sont pas étrangers à l'époque de Kadhafi. Ils suivaient l'Afrique à ce moment-là. Je pense que ce qui a participé à faire la peau à Kadhafi, c'est qu'il est peut-être impliqué dans une compétition et dans le meurtre de Sankara avec la France-Afrique, si vous voulez, et que dans le produit dérivé, la France-Afrique par Sarkozy, parce qu'il y a Balladur, il faut voir la filiation, si vous voulez, Sarkozy, c'est Pasqua, Balladur, qui n'est pas mort d'ailleurs, hein, toujours pas mort, Balladur, puisqu'on parlait de l'ère de Jacques Chirac, des mauvaises cohabitations, si vous voulez. Mais je pense que la France-Afrique a fait la peau de Kadhafi sur ses ambiguïtés passées et sur ses ambiguïtés contextuelles. Hein. Il a voulu se donner bonne apparence en sortant, si vous voulez, du modèle de pestiférant, en faisant des compromis, et finalement, ils l'ont assassiné. Quoi, hein. Il ne faut jamais donner des gages au diable. Voilà. Enfin, mais le côté juif voyoucrate est tellement obscène et malsain. Étudiez un peu la mafia juive et son comportement, les meurtres opérés par la mafia juive. Quand il parle de pendre quelqu'un un croc de boucher de la part d'un responsable politique, mais c'est répugnant. Ce type-là, je veux dire, comme François Hollande ou Macron, hein, ils ont enlevé la haute trahison, mais ces gens-là, ils devraient être en prison à vie. C'est la complaisance des Français avec ces modèles-là qui fait qu'ils ne peuvent pas être poursuivis. Hein. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est une fausse France non réveillée, si vous voulez. Il y a des gens qui sont lucides sur tout ça. Hein. Il y a des vrais Français. Il n'y a pas des Français abattardis, transformés, ensuqués. Il y a des Français qui, en dehors du système, de la dynamique systémique, continuent à faire le travail pour lequel les gens sur un territoire géographique sont censés s'incarner, c'est-à-dire faire du karma positif. Les autres qui bêtement suivent la logique systémique et perdent leur âme progressivement pour un objet de compensation, eh ben, tant pis pour eux, hein, mais c'est pas faute de les avoir avertis. Quoi. Bon, ouais. Ouais. Et les nouvelles générations qui arrivent, si vous voulez, et qui sont totalement, qui n'ont pas connu l'ancien monde, elles ont beaucoup moins de clés. Alors, elles sont intelligentes, mais elles sont dans une intelligence de formatage systémique, si vous voulez. Et elles n'ont pas les clés pour saisir, si vous voulez, ce qu'il y avait avant et ce à quoi, de quoi elles sont écartées, si vous voulez.
Alors, je parlais des inconnus pour dire que c'était plutôt rigolo dans les années 90 et qu'il y avait encore un peu une joie. Mais voyez comme, et je fais la transition avec les nouvelles générations, quand vous étudiez le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, vous voyez bien comment Didier Bourdon a été utilisé pour, comment dire, en finir avec l'époque de relief drôle des inconnus pour le faire passer pour le méchant qui met un sérum qui tue l'amour, si vous voulez. Or, le film de Lachaud, en fait, c'est comment on enfonce les jeunes générations dans l'inversion en mettant sur le dos de gens qui avaient un relief drôle, si vous voulez, la réalité du Covid, je lui visais qui enfonce les gens dans le non drôle et la fausse humanité, si vous voulez. C'est ça la réalité de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est-à-dire que le type qui représente les inconnus et le côté drôle des inconnus, finalement, il met un sérum qui tue l'amour. Or, la réalité, c'est que peu après, vous avez le Covid, qui est une espèce de saloperie juivisée qui tue qui coupe les gens de leur originalité, qui les amène vers une sinistrose mathématique, si vous voulez. Et or, on voit bien que le Didier Bourdon s'est mis à cracher sur les vaccinés. Et après, comme il y a des choses qui sont apparues sur la réalité de vaccination, il a essayé de retourner sa veste, mais bon, ça a dupé personne, si vous voulez. Donc Didier Bourdon, vous voyez, c'est le syndrome de ce qu'on explique des bourgeois. C'est-à-dire qu'au début, vous avez des gens qui crèvent la dalle et qui sont prêts à tout pour en sortir, et qu'une fois qu'ils sont bourgeoises, et ben finalement, ils sont dans la défense de leurs intérêts privilégiés et plus du tout dans ce sur quoi ils s'étaient appuyés pour réussir, si vous voulez. Et là, on en arrive effectivement dans tout le phénomène de gauche, de la social traîtrise, de la trahison, de choses qui sont censées être spirituelles et morales. Voilà. Les riches ne sont pas dupes. Ils savent très bien que la configuration majoritaire chez les pauvres, c'est d'usurper les complaintes des pauvres pour arriver à se sortir de leurs conditions et jouir des mêmes privilèges que les autres en crachant sur les pauvres ensuite, si vous voulez. Voilà. C'est une réalité de l'humain. Hein. Voilà. Les vrais, l'argent travestit les gens. Hein. Mais physiquement. Hein. Regardez Didier Bourdon, il est devenu gros. Avec ces histoires de belle-mère et de gna-gna, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Les vrais, ce sont ceux qui, comment dire, font passer la morale, la droiture, la maturité, les valeurs avant le reste. Bon, après, je ne vais pas taper sur Bourdon, quoi. Enfin bon, vous savez, ce phénomène de cracher sur les gens honnêtes dans un phénomène d'hystérie collective, c'est toujours obscène à voir. Mais après, quand on a assez de fortes personnalités, on ne se laisse pas influencer ou. Moi j'habitais à Calais à l'époque du Covid et je me suis fait insulter. Ah, vous n'avez pas de masque, vous êtes un danger pour les autres. Un coup de cocotte, va passer ton diplôme de policière là, et puis tu reviens me faire un procès verbal. Qu'est-ce que tu m'enquiquines? Dans le Cantal, dans un coin paumé, il y a une épicière qui me racontait que son père, qui est un paysan, c'est paumé, hein, il n'y a personne. Il était à côté de son champ et il s'est mis à marcher sur le long de la route et il y a une autre personne qui l'a croisé. Vous imaginez deux types dans le désert, une femme et un type dans le désert qui se croisent. Ben, la police, avec un drone, est arrivée pour les fliquer en leur disant de s'écarter. Je veux dire, le ridicule ne tue pas, hein. Franchement. Hein. Moi, j'avais vu quoi? C'était des pauvres. On voyait qu'ils étaient pauvres, ils faisaient leurs courses. Et ils n'avaient pas fait d'attestation comme quoi ils allaient leur faire leurs courses. Il y a un motard policier qui leur a mis une prime de 30 euros. On a dit, on voit bien que ce n'est pas les Rothschild et qu'ils vont faire leurs courses et que voilà quoi. C'est une attestation pour aller faire ses courses. Prendre les gens pour des cons. Et le flic, parce que je l'ai mis sur YouTube, je l'ai filmé et j'ai dit, vous n'allez pas leur mettre une prune. Et le flic, il me dit, ah ben, je dis au flic, et s'il n'a pas d'attestation parce qu'ils n'ont pas de photocopie, comment ils font? Il me dit, le flic, il me dit, ah ben ils ont qu'à acheter le journal, il y a des attestations dans le journal.
Je dis merci, j'achète pas de torchon si c'est pour nous dire de se faire vacciner. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? On est dans un monde des gens n'ont pas de personnalité, ils sont suivistes. C'est dramatique. Ils ont de la personnalité que quand c'est pour défendre du fric, c'est comme les chiens se jettent sur de la viande rouge. C'est dramatique, c'est dramatique. On est 2000 ans après l'arrivée du Christ. Et 2000 ans après l'arrivée du Christ, on génocide des gens à l'endroit même où il a prêché le pardon et la fraternité. C'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux et c'est une honte. Une honte. Toute personne qui se prétend chrétien en soutenant le régime génocidaire israélien est un imposteur. Voilà. Et en dehors du christianisme, en tant qu'humain, si vous n'avez pas le déclic de comprendre que ce qui se passe est une honte, eh ben, c'est que vous avez un problème psychiatrique. Voilà. Alors bien sûr, il y a une logique, le monde arabe et ses ambiguïtés, l'exploitation de cette ambiguïté par la guerre au terrorisme. Bon, on est bien d'accord. Mais en attendant, d'un point de vue humain, dans l'absolu, c'est inacceptable. Et que le Christ était quand même le Messie des Juifs, le prophète de l'islam et le représentant des chrétiens. Et ils valident tous pratiquement de manière collective par le fait de rien faire, si vous voulez, ou de ne pas être capable de faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut, si vous voulez, cette espèce de projet du Grand Israël qui est anti-chrétien, anti-Christ, anti-Dieu, quoi. Je ne veux pas être prophète ou quoi qu'est-ce quand je dis ça, mais tous les gens qui vouent un culte au veau d'or, ça se finit toujours mal. Il y a toujours des tragédies collectives quand les gens ne suivent pas des préceptes spirituels et se complaisent dans le matérialisme. Parce que l'être humain n'est pas fait pour ça, si vous voulez. Et les créations de Dieu ne sont pas destinées à rester confinées, concassées, viciées. Le but, hein, c'est comme l'eau. Le but de l'eau, c'est que ça circule, pas qu'elle stagne. Bon, alors c'était quand même un direct assez soutenu. On a abordé plein de sujets. Bon, on voit bien que à chaque tragédie historique, il y a une version officielle qui justifie le remplacement économique et que ce remplacement induit une accumulation de dettes laissées assumer aux populations, tandis qu'une certaine minorité fait beaucoup d'argent sur la forfaiture. Voilà, et que plus on accepte ces mensonges, plus le système s'enfonce dans des camps de concentration liberticides, enfin, sous l'aune des nouvelles technologies. Voilà, c'est quelque chose de facile à observer. Et donc, il faut comprendre le système pour ne pas en être victime. Ça ne veut pas dire de rentrer en conflit avec ce système-là, parce qu'à la limite, on ne peut pas pousser les gens à faire autre chose que ce qu'ils veulent faire, mais il faut ne pas oublier qu'on est sur Terre pour autre chose que de se soumettre à une logique systémique, surtout si cette logique systémique est anti-Dieu et anti-chrétien, ou anti-humain, ou ne va pas dans la direction morale, spirituelle. On est sur Terre pour accumuler du karma positif, pas pour s'enfoncer dans un processus de repli matérialiste égocentrique, si vous voulez. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à poser des questions et à échanger avec moi, ça ne me dérange pas. Bien au contraire.